Bonjour Chérif. Bonjour Nyanya. Bonjour Fabira. Bonjour Nyanya. Bonjour chers internautes. Donc nous voilà aujourd'hui dans cette 5e édition des Job Stories. Donc l'émission qui vous parle métier, RH, qui vous dit comment faire pour réussir dans votre recherche d'emploi ou comment faire pour trouver les bons talents. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Fabira Msel, cofondateur et CEO de l'entreprise Groupe Timix, de la start-up Groupe Timix, qui va nous présenter un peu plus en détail son profil et ce qu'ils font. Chérif. Merci Nyanya. Moi, je ne sais pas comment est-ce que tu fais pour retenir les chiffres, donc 7e édition du balcon. Moi, je ne retiens pas. Peut-être que je suis nul en maths, contrairement à notre. Non, c'est parce que je me rappelle juste que la dernière fois j'ai dit 6e. On doit être à la 7e, tout simplement. En tout cas, bienvenue au balcon. On est heureux, donc, chers internautes, de vous servir ce 7e numéro donc, de Job Stories avec un invité spécial, donc Pape Biram Sen, qui va se présenter. Pape Biram, aujourd'hui, quand on te dit qui es-tu, comment te définis-tu? Merci bien. Je vous remercie déjà de cette invitation, d'avoir vraiment nous donner cette occasion de pouvoir échanger en toute amitié, en toute ouverture de ce sujet aussi intéressant. Alors aujourd'hui, quand je me présente ou quand on me dit c'est qui Pape Biram, je peux dire que c'est un petit CRF informaticien. Un CRF, c'est quelqu'un qui est perdu dans l'informatique. Sachant qu'un CRF est toujours blanc. Les amis du Hola comprendront ce que je veux dire par cela. Mais en tout cas, un petit CRF informaticien qui souhaite utiliser cet outil qui est le numérique, le digital, pour impacter et pour transformer notre pays et notre continent. J'ai eu mon bac S1 ici au Sénégal. Suite à cela, je suis allé en France pour suivre d'abord un DUT, un diplôme universitaire en technologie en réseau et télécommunications. À l'époque, pourquoi réseau et télécommunications? Parce que Orange, Sonatel, c'était la référence. Ah oui. Tout le monde rêvait d'aller travailler chez Orange. Et réseau télécom, c'est la formation qu'il fallait faire si demain on voulait avoir toutes les chances de notre côté pour entrer à la Sonatel. Donc ça m'a amené vers ce DUT. Quand j'ai fait ces 2 premières années de formation dans ce monde de la technologie, j'ai découvert l'informatique. Ok. Et il s'est retrouvé que je suis tombé amoureux de l'informatique, du développement, et plus que du réseau et des télécommunications. Et c'est ce qui m'a amené, ce qui m'a entraîné derrière dans mon cycle ingénieur à aller faire de l'informatique. Et donc j'ai suivi derrière à Clermont-Ferrand, dans une école d'ingénieur, un cycle ingénieur informatique spécialisé réseau télécom. À Clermont-Ferrand. On faisait du développement, mais dans un environnement réseau télécom. J'ai aussi suivi en dernière année de mon cycle ingénieur un master en gestion des PME et PMI, parce que très rapidement, j'ai voulu, les sciences de management m'intéressaient beaucoup, et on nous avait donné la possibilité pour certains élèves de pouvoir suivre ce double cursus, ce que j'ai fait. Lorsque j'ai terminé... Bon, oui, oui, non, mais vas-y. C'est comme si on n'était pas là. Lorsque j'ai terminé ma formation, j'ai intégré une société de services informatiques qui était basée à Paris et dans laquelle j'étais entré en stagiaire. Et j'étais en mission au sein de la BNP Paribas, qui est une banque, un groupe international. BNP, c'est la maison mère de la B6. Ouais. Voilà. Donc j'ai effectué 3 ans là-bas dans le milieu du risque de crédit, donc en tant que développeur, en tant qu'analyste, chargé de projet. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le premier jour où j'ai décidé de partir en France, une chose était claire dans ma tête, c'était qu'il y aurait un jour de retour. Et ça m'a suivi pendant tout mon cursus, ça m'a aussi suivi pendant mon expérience professionnelle. Et c'est ce qui fait qu'au bout de 3 ans, dès que j'ai eu l'opportunité de revenir au Sénégal, j'ai sauté sur l'occasion.
quelle porte? En fait, tu as ouvert quelle porte? Oui, pour pouvoir rentrer et... parce que tu as eu une autre vie après au Sénégal quand tu es rentré. Oui, j'ai eu une autre vie. Alors, mais c'était la même. Parce qu'en D'accord. fait, et peut-être que ce qui est important, c'est que c'était tellement ancré en moi, le fait de vouloir revenir un jour, que j'étais à l'affût d'occasion pour rentrer. Et dès que par l'intermédiaire de réseaux, notamment des parents, il y a eu l'occasion de pouvoir revenir et d'intégrer la société Neticoa à l'époque, en 2012, j'ai sauté sur le pas. Et depuis entre juin 2012 et décembre 2017, notamment, j'ai géré et j'ai piloté la filiale Neticoa Sénégal, qui était spécialisée un peu dans le développement d'applications web, mobiles, dans différentes technologies. En résumé, c'était le directeur général de Neticoa au Sénégal. C'est ça. Voilà. Exactement. Directeur des opérations, puis directeur général. Voilà. Et une belle boîte qu'on avait quand même, parce que elle a atteint en moment 25 ingénieurs, développeurs ici au Sénégal. Avant l'arrivée d'Atos, je pense qu'on faisait partie, si ce n'est la plus grosse. C'était la plus grosse SS2I en fait, locale. Ouais. Voilà. Bon, local, entre guillemets. C'est une filiale. C'est une filiale, mais en termes de compétences. Oui, mais voilà, c'est ça. En termes de compétences, c'était principalement des compétences locales. Des ingénieurs qui, à l'époque, à 99% étaient formés dans des écoles de la place, dans des universités de la place. Tu es en train d'anticiper sur les questions, mais vas-y. Tout à fait. Je continue la présentation. C'est important. Ouais. Alors, cette aventure avec Neticoa s'est arrêtée en décembre 2017. C'est récent. Et très récent. Et suite à cela, on a décidé de lancer la structure Teamix. Teamix qui est aujourd'hui une start-up sous le modèle de start-up studio technologique. Alors qu'est-ce que nous faisons réellement à Teamix? Nous développons des technologies que nous apportons à des start-upers, à des entrepreneurs pour leur permettre de développer leur business. Dans un langage peut-être accessible au public, parce que c'est que vous êtes très familier aux gens qui sont dans l'écosystème. Comment est-ce que tu peux dire ça en français très basique, très light, et accessible pour notamment les entrepreneurs ou bien les porteurs de projets qui nous suivent et qui veulent avoir des solutions et qui n'ont pas les moyens de payer une solution technologique de pointe. Alors j'allais en arriver. Alors pour permettre vraiment de comprendre ce qu'on fait, je vais peut-être expliquer la problématique à laquelle nous tentons de répondre et pourquoi on a décidé de lancer ce projet. Lorsqu'on a eu nos petites expériences au sein de la SS2I, il nous est arrivé de rencontrer à plusieurs reprises des porteurs de projets, des entrepreneurs qui avaient de très belles idées, qui avaient de très beaux projets avec beaucoup de potentiel. Et lorsque les discussions avançaient, à un moment donné, on sentait toujours un point d'arrêt, voire un blocage, au moment où on parle du coût de la réalisation de la plateforme dont ils ont besoin pour réaliser leur business. Tout simplement pourquoi? Pour deux raisons. La technologie, en tout cas la technologie de qualité, elle coûte cher, il faut le dire. Et deuxièmement, rares sont aujourd'hui dans notre écosystème, dans notre environnement, des institutions ou des institutions, des dispositifs d'accompagnement qui sont prêts à investir, à supporter le risque de développement immatériel et surtout le risque de développement durant la phase d'amorçage où l'entrepreneur est en phase de proof of concept, en phase de développement de son MVP, etc. Aujourd'hui, nos start-upers, nos entrepreneurs ne sont pas accompagnés dans cette phase. Ce qui nous a amené souvent à avoir des porteurs de projets qui ont laissé tomber leur projet, tout simplement, ils n'avaient pas de solution, ils n'avaient pas les moyens de développer la plateforme. Exactement. Et c'est là où nous, Teamix, nous positionnons. C'est de dire, un entrepreneur, un start-upper a une idée, avec du potentiel, avec une croissance envisagée assez importante pour nous permettre de sortir assez rapidement et avec un bon retour sur investissement, il peut se rapprocher de nous
Et nous, en tant qu'investisseurs, nous n'investissons pas de l'argent. Vous venez en tant qu'investisseur. Nous venons en tant qu'investisseurs. Intéressant. Pas en apportant de l'argent, comme le font par les gens, Exactement. mais nous apportons de l'expertise, nous apportons des compétences. En fait, vous technologiques. investissez la solution technique. C'est un apport en industrie. Un apport en industrie. Exactement, voilà. Donc aujourd'hui, Teamix permet à des entrepreneurs qui n'ont pas les moyens de payer pour une solution technique de pointe, d'accéder quand même à cette technologie-là avec derrière un plan de sortie du capital de l'entreprise. Ça veut dire que vous entrez dans le capital, vous prenez des parts et vous envisagez, après Comme un la investisseur. maladie, à vous retirer une fois que À récupérez voilà, votre à horizon mise. X, Y, Z. C'est ça. L'idée, c'est vraiment de dire aujourd'hui, l'idée a du potentiel, on apporte nos ressources, on est une direction technologique Exactement. pour la start-up, on l'accompagne dans la phase de conception, dans la phase de réalisation et pendant toute la phase de maintenance et de R&D, pendant cette phase de recherche de product market fit. Et dès que cela est fait et que la start-up est en phase, est prête à aller vers une levée de fonds, à ce moment-là, nous envisageons de sortir. De ressortir, Parce de que sortir derrière, du capital. La start-up a les moyens de C'est un beau, moi je trouve que c'est une belle aventure. Mais la start-up peut ne pas avoir comme objectif donc des levées de fonds. Si aujourd'hui le produit ou le service qu'il met dans le marché, je veux dire, et il y a un retour sur investissement rapide. Ok, pas besoin forcément d'aller vers une extension et une levée de fonds. Alors, tout dépend du business model qu'il y a derrière. Nous, ce qui est sûr, c'est qu'on a un peu cette habitude des investisseurs de dire dans 2-3 ans, on veut avoir un niveau de retour d'investissement de fois X. Si sans la levée de fonds, on peut y arriver, tant mieux. Il y a plus le gâteau est plus gros pour moins de personnes. S'il faut envisager une levée de fonds, effectivement, mais si même une levée de fonds se présente, excusez-moi, même une levée de fonds se présente, ce n'est pas dans tous les cas qu'on envisage de sortir totalement. On peut toujours continuer à accompagner d'une manière ou d'une autre le projet par la suite. Ok. Aujourd'hui, vous êtes à peu près dans quel secteur? Quelles sont les entreprises que vous accompagnez, de petites, de moyennes, et quels sont les profils, en tout cas, d'entrepreneurs que vous accompagnez au sein de Teamix? Alors, vous venez de le dire, une chose est très importante, c'est l'entrepreneur. Je pense que le premier élément sur lequel nous investissons, quand nous regardons lorsque nous allons vers ce type de partenariat, c'est l'entrepreneur. Est-ce qu'on tombe à la limite amoureux de cet entrepreneur et est-ce qu'on a envie de faire quelque chose avec lui? Aujourd'hui, clairement, nous travaillons principalement avec des startups. C'est là où aujourd'hui se trouve le besoin et la pertinence de notre modèle. Aujourd'hui, nous accompagnons 2 startups. Une startup du nom de Payol, qui est dans le domaine de l'agrégation de profils télécom, avec une startup sénégalaise. Payol. Alors, Tu payes tout. Tu payes tout. C'est ça l'idée, c'est un modèle de Avec ton téléphone. Comme PayPal. PayPal. Voilà. Mais le Payol aussi a une connotation Wolof, parce qu'on dit, on l'appelle Payol Fayal. Le Fayal, on l'a mis dans Payol, afin d'avoir cette connotation. Bon, merci pour la pub. Hein. C'est fait pour ça. Donc, une deuxième start-up qu'on accompagne aussi du nom de Khalis. Vous aimez l'argent, vous là, vous ne travaillez que sur la monétique. Nous, on aime l'argent. À mon avis, On ne dit absolument pas le contraire. Ok. Voilà. Mais c'est un beau projet, vous verrez. En fait, Khalis est une néobanque à destination des adolescents de 12 à 17 ans. pour leur apprendre à gérer l'argent. Exactement. C'est de l'éducation financière derrière. Et je trouve ça extraordinaire. Aujourd'hui, c'est une start-up française dirigée par une Française d'origine sénégalaise, qui s'appelle Diana Bondel, avec qui, franchement, nous faisons du beau boulot et nous comptons vraiment sur ce projet en termes d'impact par rapport à ce que cela pourra apporter demain pour les enfants aujourd'hui en Europe et demain en Afrique, mais aussi le monde rural. En termes d'éducation financière, il y a du boulot à faire. Donc 2 startups aujourd'hui que nous accompagnons au niveau local. Au niveau local. Il faut dire que vous avez démarré en 2018, hein, c'est ça? En janvier 2018. Voilà. Clairement. C'est récent.
Et j'espère que dans les semaines à venir, je vous annoncerai une troisième start-up On l'espère également. qui, pour nous, vraiment fait partie des plus belles start-up de la place, avec qui nous sommes en discussion pour pouvoir les accompagner sur des aspects technologiques notamment. Excellent, Cool. excellent. Maintenant, pour en revenir justement aux ressources, donc dans tes 2 vies au Sénégal, donc tu as énormément, tu es un gros consommateur entre guillemets de ressources, de talents informatiques, puisque avec Netikoa tu es monté jusqu'à 25 ingénieurs qui étaient en place. Je suppose qu'avec Optimix également, l'objectif étant d'accompagner les startups. Tu envisages quand même d'avoir, sur des aspects technologiques de pointe, tu envisages d'avoir une équipe conséquente. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'est compliqué justement de trouver ces profils talents-là, mais qui créent de la valeur ajoutée? C'est juste pas des codeurs qui maîtrisent les langages, mais qui vont plus loin que développer, que coder. Alors, tout à fait. Alors, on a une petite expérience dans le recrutement quand même de ressources technologiques. Et ce que je peux en dire, l'analyse que je peux en faire, c'est que ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ce qu'on appelle des développeurs, je pense que Nyanya l'a un peu dit, ce n'est pas des gens qui sont destinés à aligner des lignes de code, tout simplement. Un développeur doit être créateur de valeur. Et ça, c'est très important. Et malheureusement, aujourd'hui, on a du mal, en ayant regardé un peu les curricula des différentes institutions de formation, on a du mal à voir comment ces institutions amènent les étudiants à comprendre qu'un développeur, au-delà de maîtriser un langage, au-delà de maîtriser une technologie, c'est de maîtriser un écosystème, c'est de maîtriser un environnement, de savoir qu'aujourd'hui, les startups avec lesquelles ils vont avoir à travailler sont dans un environnement mondialisé. Aujourd'hui, quand une startup comme BL ou Khalis développe sa plateforme ici au Sénégal, c'est pour demain compétir avec potentiellement des produits qui sont développés en Inde, qui sont développés aux États-Unis, etc. Exactement, oui. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous devons être au standard. C'est-à-dire que le développeur ne doit plus se dire je développe une plateforme pour le Sénégal, je développe une plateforme pour une start-up qui doit aujourd'hui pouvoir offrir son produit partout à travers le monde. Ouais. Quand Facebook aujourd'hui est développé dans un coin du monde, dans la Silicon Valley, sans se déplacer, ils sont capables de faire utiliser leur plateforme partout dans le monde, sans se déplacer. Bon, c'est marrant. C'est une question. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Est-ce que vous intégrez ça en termes de profil que vous recrutez? Ça veut dire des jeunes qui sont ouverts, mais qui comprennent au-delà du langage, mais les perspectives que la technologie donc, offre pour être beaucoup plus précis voilà, dans son secteur avec tout ce qui est big data et autres. Comment est-ce que vous voyez ça en tant qu'expert Tout à fait. Alors, j'ai envie de dire qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que tout simplement, ces technologies aujourd'hui s'imposent à nous. Qu'on le veuille ou non. Que ce soit dans le domaine de la banque ou dans le domaine de l'agrégation, dans tous les cas, on arrive aujourd'hui dans des situations où on se rend compte que la meilleure solution à faire, la plus pertinente et souvent la plus scalable pour notre produit, c'est d'aller vers des technologies d'intelligence artificielle ou de mise en place d'une infrastructure big data derrière. Malheureusement, il faut le dire, les ressources autour de ces technologies sont encore rares. On en est au début. Les écoles commencent à s'en imprégner et commencent petit à petit à former des jeunes. Ce qu'on cherche, nous aujourd'hui, ce n'est pas forcément des gens qui sont formés dans ça. Parce que vous allez les former de toute façon au fil de l'eau. Aujourd'hui, il faut le dire, les personnes qui sont formées dans ça sont récupérées par les grosses boîtes. Exactement, c'est ça. Avec nous, petites boîtes que nous sommes, il est difficile de rivaliser, que ce soit en termes de propositions, en tout cas en termes de politique salariale et politique RH par rapport à ces grosses boîtes. Ce qui nous intéresse lorsqu'on regarde les ressources, c'est de voir des passionnés, de voir des jeunes qui, au-delà de ce qu'ils ont pu apprendre à l'école et ce qu'ils ont
pu récupérer pendant leur cursus académique, qu'est-ce qu'ils se sont impliqués par eux-mêmes à travers la passion. Aujourd'hui, aujourd'hui, en tant que développeur, peut s'empêcher ou peut ne pas s'intéresser à l'intelligence artificielle, à Big Data? On n'a pas le choix. Dans les années à venir, c'est à travers ça que nous, informaticiens, nous, technologistes, nous allons travailler. Il est important, nous aujourd'hui, dans tous nos recrutements, de faire une part belle, en tout cas dans les compétences, dans la recherche des personnes qui sont passionnées sur ces sujets. Les personnes qui s'auto-forment à de nouvelles connaissances, qui sont curieuses, qui vont aller chercher autre chose que ce qu'on leur a appris à l'école. On n'a pas le choix parce que simplement l'informatique, on le sait tous, ça bouge tout le temps. Aujourd'hui, je pense à apporter une technologie, dans 2 mois, 3 mois, elle est remplacée par une nouvelle version, etc. Ce qu'il faut, donc c'est des gens qui ont la capacité de s'auto-former, qui ont la capacité de se mettre à jour de manière continue, et surtout des jeunes qui ont conscience que pendant qu'ils sont jeunes, il faut qu'ils investissent sur eux-mêmes, en prenant le temps qu'il faut, en sacrifiant le temps familial peut-être, etc., pour faire de la recherche, pour se former, parce que ce n'est pas l'école, ce n'est pas aujourd'hui les institutions qui vont les former sur ces sujets-là. Moi, je rêve, en tout cas, dans 2-3 ans, on le dit, le Sénégal est un hub technologique, on a vu tout ce qu'on est en train de construire autour de Diamniadio, mais pour moi, la technologie va au-delà des infrastructures. C'est-à-dire, c'est le capital humain qui fait la richesse, en tout cas, d'un pays. Aujourd'hui, quand on voit Maurice, c'est un pays en termes de richesse naturelle, en tout cas, très pauvre. Mais c'est un pays très développé grâce au capital humain. Aujourd'hui, moi, je rêve d'avoir des centaines de backgrounds bien formés, mais au niveau local. Au niveau local, voilà. Pas des gens qui, après le bac, vont aller à l'étranger. Tout le monde n'a pas ce projet de retour. La fuite des cerveaux, on en parlait il y a 10 ans. Jusque-là, c'est l'actualité. Heureusement qu'on est dans un monde assez ouvert aujourd'hui où les gens peuvent travailler à distance. Mais l'idéal, c'est d'avoir des ressources locales, formées localement et qui vont servir le Sénégal et le monde entier. Donc, est-ce que toi, aujourd'hui, tu donnes des cours ou bien tu organises des conférences pour partager ton savoir? Tout à fait. Alors, très bonne question. La formation est quelque chose aujourd'hui, personnellement, qui me passionne, que j'ai envie de faire. Malheureusement, je ne le fais pas encore. Et pourtant, ce n'est pas parce que je n'ai pas essayé. J'ai essayé, et à l'époque, même à l'ETICOR, on a essayé de se rapprocher de quelques institutions pour leur apporter de la compétence. C'est difficile pour le moment. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, le Sénégal a comme objectif de devenir un hub technologique. Et il faut le dire, le premier élément, c'est le capital humain. Quand aujourd'hui l'Inde a réussi en une vingtaine d'années à devenir le premier exportateur en termes de services informatiques au monde, c'est parce qu'ils sont arrivés aujourd'hui à former entre 350 et 400 000 ingénieurs par an. Vous voyez le nombre. On ne va pas comparer avec le Sénégal, mais c'est quand même pour dire que la base, c'est le capital humain. Par rapport à cela, moi je vois 3 choses sur lesquelles il faudrait qu'on essaie de travailler avec les institutions de formation. La première est de créer des ponts entre le monde professionnel et le monde académique. Exactement. Aujourd'hui, le monde professionnel est dans son coin, le monde académique est dans son coin. Bon, il y a des petites tentatives de faire des choses ensemble. Mais c'est 2 mondes qui se rencontrent rarement. En fait. Et c'est difficile et c'est dommage parce que moi j'ai envie de dire, et je le dis quand je rencontre des académiques, je veux leur dire, cher formateur, votre client, au-delà de l'étudiant qui vient vous voir, c'est l'entreprise. Exactement. C'est elle qui recrute. C'est elle qui recrute. C'est elle. Et malheureusement, quelquefois, j'ai l'impression que c'est pas compris comme ça. Les écoles pensent que leur client, c'est l'étudiant. Alors l'étudiant, c'est le produit au final. Exactement. Et le produit, c'est l'étudiant. Exactement. Et j'ai un ami, peut-être qu'il se reconnaîtra, Mafal, qui est très. Mafal Lo, qui est très. Big up à Mafal. Dédicace à Mafal. Qui est très connaissance client. Et qui prône que le fait que quand on est
une entreprise, la première chose à faire, c'est d'aller rencontrer ses clients, de connaître ses clients, quels sont leurs besoins, est-ce que le produit qu'on est en train de confectionner, de leur fournir, il leur convient, etc. J'ai jamais vu, pendant toute ma petite carrière, peut-être, un académique me demander ce que je pense. De quoi tu as besoin. Ou de ce quoi j'ai besoin. Ça, c'est problématique. Ça, c'est un axe d'amélioration. Le deuxième axe d'amélioration que je vois, c'est de dire, aujourd'hui, on crée les ponts, mais au-delà de créer les ponts, il faut qu'il y ait un peu de compétition entre les institutions. Si on prend des pays un peu avancés, plus avancés en tout cas, il y a tous les ans des classements qui sont établis par rapport à des critères objectifs. D'attractivité de l'entreprise. Oui, effectivement, oui. Absolument. Mais aujourd'hui, moi je suis dans le milieu, j'ai envie de dire, ok, quelle est l'école qui forme les meilleurs développeurs au Sénégal? J'ai aucun élément objectif qui me permet de savoir, oui. À part la notoriété, la notoriété. des fois, qui s'achète. Il ne veut rien dire d'ailleurs, parce que. Exactement. Donc, il faut un peu de compétition. Ouais. Un peu d'évaluation. Je ne veux même pas parler de compétition, mais d'évaluation. Il faut que chaque année, on donne la possibilité aux entreprises de pouvoir évaluer les différents produits qu'ils ont. Quelqu'un qui vient de telle école, sur des aspects, sur des critères définis, et puis partagés tous. Et on sait que chaque année, quels sont les classements des différentes écoles. Mais ça c'est une bonne idée, je pense, à creuser, chérie. Il faut tu me donnes une bonne idée là. Il faudrait. Et les impacts que ça peut avoir sont pour moi, sont intéressants parce que ça peut permettre à tout le monde de tirer vers le haut. D'aller vers chaque fois, de dire je veux être le meilleur, je veux former les meilleurs produits, etc. Et cela amènera au troisième point, je veux dire, c'est tout simplement avoir un minimum de système sélectif dans les écoles. Oui. Je suis désolée, on ne peut pas dire qu'on veut former de très bons développeurs ou être une école d'ingénieurs, la meilleure école d'ingénieurs en Afrique de l'Ouest en informatique, si on ne filtre pas à l'entrée les compétences qu'on veut former. Ouais, c'est vrai. Si toute personne qui vient est acceptée, dès qu'elle a l'argent pour payer, elle est acceptée. Voilà. Effectivement, ça pose problème. Tu touches aujourd'hui un problème, c'est la qualité même des ressources que les écoles privées, je veux dire, prennent. Non, des fois, elles n'ont pas le choix, parce que le filtre ou le tri se fait à partir du bac. On sait aujourd'hui, les élèves qui ont le bac, le niveau peut-être qu'ils ont. Ok, voilà, je ne dirais pas que c'est notre niveau, nos aînés vont dire également que nous, on n'avait pas un bon niveau, c'est vrai. Donc c'est toujours comme ça. Cependant, on doit faire énormément d'efforts et l'enseignement supérieur, pour moi, n'est pas destiné à tout le monde. Mais il faudrait que ça puisse être élitiste et qu'on puisse avoir les meilleures ressources pour les placer un peu partout. Parce que le monde est devenu global. Ça l'était avant, ça l'est c'est encore plus d'actualité aujourd'hui. Surtout quand on est dans les technologies. Okay? Tout la clé, c'est 3W. Donc la même personne qui va venir voir Payoll, c'est cette même personne qui va ouvrir une autre plateforme en Inde, Alibaba, ainsi de suite. Et après, voilà. Donc c'est l'univers des possibilités avec les technologies. Moi, je reviens sur un truc, une requête tout à l'heure. J'ai envie qu'on ait 1000 personnes comme toi dans 5 ans. Est-ce que tu penses que c'est possible? Ton profil en termes de compétences, pas forcément en termes de background. Sachant que aussi il est parti avec un avantage parce que aussi il a au-delà de sa formation technique, il a eu une formation qui le préparait à entrer de plein pied, en tout cas dans le monde professionnel et dans l'entrepreneuriat. Et est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que nos jeunes ont cette opportunité-là ici? Alors, j'ai envie de dire, c'est pas de leur faute. Je pense que les jeunes aujourd'hui en veulent, ce sont des passionnés, ils ont du talent. Oui, ça je veux bien voir. Pas toujours la chance ou l'opportunité de l'expérience, parce qu'il est difficile, et on le sent,
pour eux de trouver souvent les premières expériences. On leur demande d'arriver avec de l'expérience, sachant qu'on ne leur donne jamais l'occasion d'avoir une première expérience, ce qui est effectivement difficile. Mais ce que je pense, c'est que aujourd'hui, moi, je crois qu'on va y arriver. Je suis très positif. Aujourd'hui, on sent beaucoup les choses changer. Oui. Et au niveau, je commence par les entrepreneurs que nous sommes avec nos amis entrepreneurs, le level a changé. On est passé à un stade supérieur. Mes amis entrepreneurs, même s'ils ne sont pas informaticiens, aujourd'hui ont des niveaux d'exigence qui sont beaucoup plus élevés parce que chacun d'entre eux a envie de développer une plateforme et souhaite que sa plateforme soit la meilleure et qu'elle puisse scaler partout à travers le monde. Donc, ils en demandent beaucoup aux développeurs qui, eux aussi, n'ont pas le choix de se mettre à niveau. Oui. Après, malheureusement, on n'est pas encore arrivé à la masse critique. Il y a beaucoup de développeurs, souvent ils sont jeunes, ils n'ont pas l'expérience pour pouvoir piloter, en tout cas travailler de manière autonome sur les projets. À nous de voir comment on peut aider au fur et à mesure, les accompagner, leur donner la chance d'avoir de petites expériences, d'être dans un cadre qui leur permet, au-delà de l'aspect académique, d'avoir une expérience professionnelle de ce qui se passe réellement dans les entreprises et derrière. Il faut laisser appeler de temps au temps. Mais je pense qu'aujourd'hui, en termes de mindset, en termes de mentalité, les choses sont en train de bouger. Et on est sur la bonne voie. Je pense que Chérif l'a dit tout à l'heure, la vision politique, elle est là. On veut parler du Sénégal comme un hub technologique, on parle de Diamniadio, on parle d'infrastructures. Je suis d'accord avec toi, au-delà des infrastructures, il faut des hommes. Et ces hommes-là, effectivement, il faut peut-être qu'on commence à les préparer dès maintenant. Il ne faut pas qu'on attende que les infrastructures soient prêtes pour se poser la question comment on remplit les bureaux qui sont à Diamniadio. Et ce travail-là, il faut le faire dès maintenant. Mais je pense qu'au-delà du privé, le public doit mettre en place le cadre qu'il faut, une vision d'excellence, une politique d'excellence pour tirer un peu les acteurs de cet écosystème vers le haut pour pouvoir faire face au challenge qu'on a à travers le monde. Mais très bien, on ne va pas tirer en longueur. Merci. Te remercie en tout cas de pouvoir te libérer et d'accepter donc cette invitation de Job Stories qui a comme ambition en tout cas d'aider les jeunes et les moins jeunes à s'orienter professionnellement, à voir donc des profils qui racontent leur parcours, et montrer que chacun peut y arriver en fait. Merci encore Nyanya de nous d'avoir pêché ce coup. En tout cas, ça n'a pas été facile de mettre la main dessus, mais nous y sommes arrivés au final. Non mais on comprend. Merci à Agora, toi tu as une dédicace. Oui, moi j'ai une dédicace à faire. Elle allait oublier en plus. Non, j'ai pas oublié. Donc déjà merci à Agora de nous, comme d'habitude, de nous mettre dans un cadre aussi agréable, aussi convivial. Et je voudrais aussi faire une dédicace à Yakuba Sawadogo qui nous regarde depuis Alger et qui nous regarde, qui est un fidèle de ce qu'il appelle au balcon. Au balcon. Très bien. Merci à Brice également. Et merci à Brice qui est notre preneur d'images. Merci. Tu vas te reconvertir, Brice. Il faut qu'on te fasse. Merci bien. On te montre sur la vidéo. Plaisir. Merci beaucoup, Babira. Vraiment merci à toi.